Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon ex m'a abandonné, a disparu avec sa maîtresse, laissant leur enfant illégitime sur mon palier. Alors je l'ai adopté, mais 4 ans plus tard, il est revenu et veut redevenir père. Ma vie, à 29 ans, n'est rien de moins qu'un feuilleton télévisé dans lequel j'ai été entraînée contre mon gré. J'ai affronté toutes les épreuves que la vie a mises sur mon chemin, mais maintenant, c'est devenu un peu trop. J'étais enfin sur le point de tourner la page et de recommencer ma vie, mais mon cher ex-mari, est revenu et a rendu ma vie misérable et difficile à nouveau. Je me suis mariée très jeune, à 21 ans, tandis qu'il en avait 25. Nous étions des amoureux d'enfance et j'ai toujours su que c'était lui l'homme avec qui je voulais passer ma vie. Il avait été mon aîné à l'école et vivait à seulement 2 rues de chez moi. J'avais toujours eu le béguin pour lui, et je suis sûre qu'il le savait. D'ailleurs, toute l'école le savait. Mais il n'a jamais essayé de me séduire. Je pense que la différence d'âge l'a freiné, et à juste titre, sinon cela aurait été très déplacé et problématique. Une fois qu'il a terminé ses études, il est parti pour suivre des études d'ingénierie dans l'une des meilleures universités du pays. Quand il est parti, j'avais 14 ans et je sortais tout juste de ma phase adolescente un peu collante et gênante. J'ai surmonté mon béguin pour lui, d'autant plus que nous n'étions plus en contact. J'ai cessé de le suivre et il est devenu un souvenir lointain dans mon esprit. À ma sortie du lycée, 4 ans plus tard, alors que j'étais en première année d'université, je suis tombée sur lui dans une boîte de nuit où je faisais la fête. J'étais là avec mes amies, et l'une d'entre elles, Hera, m'a dit qu'un gars me regardait depuis un moment. Quand j'ai regardé dans cette direction, je ne l'ai pas reconnu. Il me semblait familier, mais j'étais trop ivre pour bien situer son visage. J'ai dit à Hera de l'ignorer et de continuer à faire la fête, mais elle a insisté, disant qu'il était vraiment bizarre et que je devais aller le confronter, sinon elle le ferait. Le truc avec Hera, c'est qu'elle a la langue bien pendue, et je savais que si elle allait lui parler, cela finirait en drame et chaos, ce que je ne voulais pas pour gâcher ma soirée. Je lui ai dit que j'allais m'en occuper et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Je suis allée voir le gars et lui ai demandé ce qu'il voulait, mais il m'a simplement répondu que je ressemblais à quelqu'un qu'il connaissait au lycée, une certaine Sarah. Nous avons commencé à discuter, et c'est là que j'ai réalisé que c'était le même gars pour qui j'avais eu un énorme béguin au lycée. À ce moment-là, j'étais totalement passée à autre chose, et je pouvais même plaisanter à ce sujet et me moquer de moi-même. Il m'a demandé mon numéro, mais au début, je n'y ai pas pensé. Peu à peu, cependant, il est devenu évident qu'il essayait de me séduire, et mon Dieu, ça faisait du bien. Voici un homme qui me poursuivait comme un petit amoureux timide, et c'était le même gars pour qui j'avais rougi pendant des années quand j'étais une adolescente boutonneuse. Honnêtement, dès que je l'ai vu, j'ai eu à nouveau un béguin pour lui, mais je l'ai laissé me poursuivre pendant un moment. J'adorais cette sensation, et je n'allais pas lui faciliter la tâche. Il avait déjà terminé ses études et se débrouillait très bien. Rapidement, nous sommes devenus amis, et j'ai réalisé que je pouvais compter sur lui pour un soutien émotionnel. Je pouvais lui parler et me sentir mieux, c'était une véritable amitié. Nous nous sommes rapprochés assez vite, et c'était comme avoir un béguin pour mon meilleur ami. 6 mois après notre rencontre fortuite, il m'a demandé de sortir avec lui, et c'est là que ma croyance en notre couple s'est renforcée. J'avais pensé que je finirais avec lui depuis que j'avais 12 ans, mais soyons réalistes, ce n'était qu'un rêve d'enfant. J'avais abandonné cette fantaisie en grandissant, surtout après qu'il soit parti à l'université. Mais quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai su que nous étions destinés l'un à l'autre, et que rien ne pourrait jamais nous séparer. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que j'étais sur le point de commettre la plus grande erreur de ma vie, et que cet homme serait la source de tant de souffrance mentale et de larmes que les mots ne pourraient décrire. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. J'étais encore à l'université à ce moment-là, mais ce n'était pas un problème parce que nous étions follement amoureux, sur l'un de l'autre, et qu'il se débrouillait très bien financièrement. Nous étions donc tranquilles sur ce plan jusqu'à ce que je termine mon diplôme. C'était une cérémonie intime, avec seulement la famille proche, et je pensais que c'était le meilleur jour de ma vie. Il s'avère que c'était en fait ma plus grande erreur. J'ai terminé mes études et trouvé un emploi, et nos 2 revenus combinés nous ont permis de mener un bon train de vie dès notre plus jeune âge. Nous étions très heureux,
du moins c'est ce que je pensais. J'ai fait de mon mieux pour être une bonne épouse et une bonne amie pour lui, et je n'avais aucune plainte à son égard non plus. Bien sûr, nous avons eu nos hauts et nos bas comme n'importe quel couple, et tout n'était pas toujours rose, mais nous savions où étaient nos priorités. Juste après l'obtention de mon diplôme, nous avons commencé à essayer d'avoir un enfant. Wa avait toujours voulu une grande famille, et je savais que nous pouvions nous le permettre, alors j'étais partante aussi. Idéalement, j'aurais préféré que nous prenions un peu de temps pour nous-mêmes, mais il le voulait vraiment, alors je suis allée dans son sens. De toute façon, nous ne rajeunissions pas, et je savais que ce n'était pas toujours facile de concevoir. J'espérais que ce serait rapide et joyeux, mais je ne savais pas que j'allais vivre certains des mois les plus déchirants de ma vie. Nous avons essayé au début sans trop de stress. Nous étions 2 jeunes et en bonne santé, sans antécédents médicaux. Idéalement, il n'aurait pas dû y avoir de problème, mais pour une raison quelconque, nous n'arrivions pas à concevoir. Vers le 4e mois d'essai, j'ai commencé à être un peu stressée et découragée. Même si c'était surtout l'idée de Wa au départ, j'avais fini par aimer l'idée et j'attendais avec impatience d'agrandir la famille. Au bout du 6e mois, je savais que quelque chose n'allait pas, et j'ai dit à Wa que nous devions consulter un médecin, mais il restait optimiste. Il disait que certaines personnes prenaient simplement plus de temps et que, malheureusement, nous faisions partie de ces personnes. Je n'avais pas un bon pressentiment, mais je n'ai rien dit pour ne pas lui miner le moral. De plus, je savais qu'il y avait un fond de vérité dans ce qu'il disait. Il pouvait y avoir plusieurs facteurs expliquant pourquoi nous n'arrivions pas à concevoir. Nous avons continué à essayer, mais sans succès. Après 3 mois supplémentaires, les choses ont commencé à devenir bizarres et tendues à la maison. J'étais en colère contre Wa parce qu'il ne voulait pas aller chez le médecin pour des examens et découvrir ce qui n'allait pas. Il était en colère contre moi parce qu'il pensait que je stressais trop, à cause du travail et de notre difficulté à concevoir, ce qui, selon lui, avait un impact négatif sur nos chances. Aucun de nous deux n'était prêt à écouter l'autre, et c'était comme si nous étions dans une impasse. Finalement, j'ai décidé, ou plutôt, avec le recul, Wa m'a manipulé pour que je quitte mon travail, sous prétexte qu'il gagnait suffisamment pour nous deux et que je pourrais ainsi me détendre et me concentrer sur la famille. J'étais folle de l'écouter, mais je l'ai fait quand même. Je savais que c'était le seul moyen de sortir de cette impasse, et pour être honnête, j'espérais que sa petite théorie serait prouvée juste et que nous aurions enfin le bébé pour lequel nous nous battions. J'ai quitté mon travail, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. J'étais frustrée, et lui aussi, et finalement, nous avons réalisé que nous n'avions d'autre choix que d'aller consulter un médecin et de découvrir ce qui clochait. Nous avons dû faire plusieurs visites chez les médecins et passer de nombreux tests. À la fin, nous avons découvert que je ne pourrais jamais concevoir les enfants de Wa naturellement. C'était un coup dévastateur pour nous deux. J'étais parfaitement en bonne santé et fertile, mais nous n'étions tout simplement pas compatibles. Pensez à Monica et Chandler dans Friends, sauf que, contrairement à Chandler, Wa ne m'a offert aucun soutien. Ce fut une période difficile pour nous en tant que couple, et nous avons pris nos distances l'un de l'autre. Il me blâmait d'être celle qui avait un problème, car il ne voulait pas admettre que c'était quelque chose que personne n'aurait pu prévoir et que, s'il y avait un problème, nous étions tous les deux concernés. Il était trop misogyne et régressif dans sa pensée pour voir le problème tel qu'il était, et cela a créé beaucoup d'amertume et de ressentiment entre nous. Nous avons passé des mois sans nous parler. Nous n'étions même plus colocataires à ce stade, car j'avais déménagé dans une autre chambre. Toute cette tension a eu un énorme impact sur ma santé mentale. Wa, au moins, avait son travail pour s'évader. Je n'avais rien à quoi me raccrocher, pas de bébé, pas de travail, et maintenant, un mari qui ne me parlait pas et qui pensait que j'étais la raison pour laquelle il ne pourrait pas avoir la famille de ses rêves. Il m'avait montré littéralement tous les signaux d'alarme, les avait agités sous mon nez, et j'aurais dû les prendre pour ce qu'ils étaient et le quitter à ce moment-là. Mais je pensais que nous pourrions surmonter cela, que ce n'était qu'une mauvaise passe. Bien que j'ai été celle qui souffrait le plus, c'est moi qui ai fait le premier pas vers la réconciliation. Cela nous a pris beaucoup de temps, de thérapie et de conseils pour nous remettre sur pied en tant que couple. Pendant nos séances avec le conseiller, beaucoup de sentiments non résolus ont refait surface, de part et d'autre, et de nombreux mots durs ont été échangés. Ce n'était pas seulement lui qui était blessant, j'étais également méchante et désagréable.
Nous souffrions tous les deux, et au lieu de faire face à cela ensemble comme des partenaires, nous nous étions lancés dans un jeu de reproches constants et n'étions tout simplement pas prêts à voir la situation telle qu'elle était. Cependant, notre thérapeute était une bénédiction, et lentement mais sûrement, les choses ont commencé à s'améliorer. Je pensais que le pire était derrière nous et que nous pouvions enfin envisager l'avenir, mais je n'avais aucune idée à quel point je me trompais. La raison de son changement de comportement était tout autre. J'étais trop aveuglée par l'amour pour voir les signes tels qu'ils étaient, et j'ai permis à cet homme de me marcher dessus et de me briser de façon que je n'aurais même pas imaginé dans mes pires cauchemars. Comme je l'ai dit, les choses se sont améliorées au bout de quelques mois de thérapie, et nous avons commencé à reprendre une vie normale. J'avais trouvé un nouvel emploi, et même s'il ne payait pas autant que le précédent, il était bon et me tenait occupé. Wa et moi n'avons plus reparlé d'enfants après cela, et notre thérapeute nous avait conseillé d'aborder le sujet très délicatement, de préférence après quelques séances supplémentaires. J'étais encore blessée par toute cette situation, mais ma perspective avait beaucoup changé. Je me suis rendu compte que, même si nous ne pouvions pas être des parents biologiques, nous pouvions adopter et créer une famille ainsi. Je ne savais pas si Wa accepterait cette idée, c'est pourquoi je n'en ai pas beaucoup parlé, mais je pensais sincèrement que c'était une bonne idée et une solution possible. À ce moment-là, cela faisait environ 3 ans que nous étions mariés, et même si Wa n'a plus jamais mentionné le sujet des enfants, nous nous habituions à notre nouvelle normalité. Cependant, 1 an plus tard, j'ai reçu le plus grand choc de ma vie. Le Covid venait de commencer. Au début, nous étions tous inquiets de savoir ce qu'était cette maladie, et nous étions simplement enfermés à la maison. Wa et moi travaillions depuis chez nous, et à ce moment-là, il y avait tellement d'incertitudes que personne ne savait quand les choses reviendraient à la normale. Un jour, Wa a tout simplement disparu. J'étais en train de travailler et il m'a dit qu'il allait chercher des courses. Je lui ai dit de fermer la porte en sortant et de prendre la clé pour ne pas me déranger en revenant. 1 heure plus tard, j'ai entendu la sonnette. Je me souviens m'être sentie agacée, car cela ne pouvait être que Wa, et je lui avais explicitement demandé de ne pas me déranger. Je suis allée ouvrir la porte, et j'ai vu un jeune garçon avec un sac et une lettre à la main. Il m'a dit que papa et maman lui avaient donné une lettre que je devais lire. Quand j'ai vu la lettre, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. La lettre m'était adressée et venait de Wa. Je reconnaissais son écriture. En gros, il disait que ce garçon était son fils et qu'il avait eu une liaison depuis que nous essayions de concevoir, à cause de la déconnexion émotionnelle et de la distance entre nous qu'il n'arrivait pas à combler. Cela avait commencé comme quelque chose de purement physique, mais quand il avait appris que je ne pourrais jamais être la mère de son enfant, quelque chose avait basculé en lui. À ce moment-là, sa maîtresse était tombée enceinte, et il pensait que c'était une sorte d'intervention divine, qu'il était destiné à avoir ce bébé. Lui et sa maîtresse avaient donc décidé de garder l'enfant. Cependant, il disait que cela devenait insupportable pour elle et pour lui de rester loin, et qu'il partait avec elle, mais qu'il laissait leur enfant avec moi. Au début, en lisant cela, j'ai cru que c'était une blague, mais au même moment, mon téléphone a vibré et j'ai reçu le même message, mot pour mot, sous forme de texte de sa part. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas une blague. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas. Il m'a envoyé un message disant qu'il ne reviendrait pas et qu'il ne me parlerait plus. Je ne pouvais tout simplement pas croire ce qui m'arrivait. En quelques minutes, il était parti chercher des courses et maintenant, il m'avait laissé avec un enfant de 2 ans. Je me suis précipitée dans notre chambre et j'ai vérifié chaque tiroir et placard. La plupart de ses affaires importantes et sentimentales avaient disparu. Il restait la plupart de ses vêtements, mais il avait pris assez pour subsister et survivre. Mon esprit était en ébullition et je me suis effondrée en pleurant. Et c'est là que j'ai vu le petit garçon, dont je ne connaissais même pas le nom, s'approcher de moi avec sa petite bouteille d'eau bleue et me tendre de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai ressenti que de l'amour et de la pitié pour cet enfant. J'aurais dû ressentir de la rage, car il était l'incarnation de l'infidélité de mon mari. J'aurais dû ressentir du dégoût, car il était la raison pour laquelle ma famille s'était effondrée. Et j'aurais dû avoir peur, car cet enfant était désormais sous ma responsabilité et je n'étais pas mentalement préparée à cela. Mais je n'ai ressenti aucune de ces choses. Je n'avais que de la peine pour lui. Il avait été abandonné par les 2 personnes censées l'aimer le plus au monde.
Je lui ai demandé comment il s'appelait et il m'a dit que son nom était Noah. Je pense que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me lamenter, car je savais que je devais faire quelque chose pour lui. Le confier à l'adoption n'était pas une option, car je sais comment fonctionne le système d'adoption, et cela aurait ruiné sa vie. Je pouvais essayer de retrouver sa famille, mais je ne savais même pas qui ils étaient. Ou bien, je pouvais l'adopter. J'ai décidé que j'allais essayer de retrouver sa famille. En attendant, je m'occuperai de lui. Les jours suivants sont passés dans un flou. Lui et moi nous habituions à cette nouvelle réalité, mais la meilleure chose dans tout cela, c'était qu'il était un enfant très facile. Il était amical, ne se méfiait pas de moi, et ne me rejetait pas non plus. Je pense que c'était moi qui étais plus méfiante à son égard, même si ce n'était pas de sa faute. Il était pris dans le feu croisé, tout comme moi, sans avoir rien fait pour cela. Et peut-être que c'est aussi pour cette raison que je ne pouvais pas me résoudre à le détester ou à être en colère contre lui. 2 semaines après cette révélation, j'ai reçu les papiers du divorce par la poste. Ils étaient signés par Wa. Je n'ai pas perdu de temps, j'ai contacté mon avocat et nous avons finalisé le divorce, car j'avais des choses bien plus importantes à gérer. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai tout essayé pour retrouver la famille de Noah. J'ai même tenté de contacter Wa, et mon avocat l'a fait aussi, mais je n'ai trouvé aucune trace d'eux. J'ai demandé autour de moi dans le bureau de Wa, mais personne ne savait rien. Pendant tout ce temps, je me suis lentement mais sûrement attachée à Noah. Il est devenu la lumière de ma vie. Je n'avais jamais été aussi heureuse que lorsque j'étais avec lui. J'adore ce petit bonhomme, et j'avais l'impression qu'il était vraiment mon fils. Il m'appelait même « maman », et je ne l'en ai pas empêché. J'étais là pour lui lorsqu'il faisait des cauchemars, je lui ai appris à nouer ses lacets, et j'ai accroché ses dessins sur mon réfrigérateur. Nous formions une petite famille, et il m'a fallu un certain temps pour réaliser que nous étions bel et bien une famille. Au bout de 6 à 7 mois, n'ayant trouvé aucun membre biologique de sa famille, j'ai décidé de l'adopter légalement. J'avais pensé que cela poserait problème, mais heureusement, mon avocat était excellent et la paperasse s'est déroulée sans accroc. J'avais les messages de Wa comme preuve, et j'ai été honnête sur toute la situation. Ils ont dit que, puisque c'était un cas d'abandon d'enfant, l'adoption passerait sans problème, et c'est ce qui s'est produit. Je suis devenue sa mère, officiellement. Même si, au fond de moi, je pense que je l'étais déjà devenue la première fois que je l'ai vu. Je savais que je n'avais pas en moi la force d'abandonner cet enfant et de le laisser se débrouiller tout seul. Ce n'était tout simplement pas moi. Depuis ce jour, nous sommes juste nous deux. Noah a maintenant 6 ans et va à l'école. Il s'est fait quelques amis, ce dont je ne doutais pas, surtout parce qu'il est si sociable et drôle. Pour ma part, je m'en sors très bien financièrement, donc cela n'a jamais été un problème. Mes parents sont un peu contrariés par le fait que j'ai pris en charge l'enfant illégitime de mon ex, mais ils ne disent pas grand-chose, car ils savent à quel point je suis attachée à Noah. La vie allait bien, je m'étais ajustée à cette nouvelle réalité et je commençais même à l'apprécier, quand tout s'est effondré la semaine dernière. J'ai eu un visiteur, c'était Wa. Quand j'ai ouvert la porte, je n'en croyais pas mes yeux. J'aurais dû lui claquer la porte au nez à ce moment-là, mais j'étais trop abasourdie pour réagir. La seule chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est que Noah était à l'école à ce moment-là, sinon cela aurait été un vrai chaos. Wa a dit qu'il voulait me parler et il a simplement poussé la porte et s'est invité. Il m'a fallu 1 minute pour rassembler mes pensées et je lui ai demandé de quitter ma maison, sinon je porterais plainte. Il m'a répondu que je n'avais pas besoin de réagir de manière excessive et qu'il était juste là pour voir son fils et le récupérer. Je l'ai regardé comme s'il était fou. Je lui ai dit qu'il n'avait pas de fils et qu'il avait renoncé à tous ses droits sur cet enfant lorsqu'il l'avait abandonné avec sa maîtresse sur mon seuil. Il m'a demandé où était Noah, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas lui donner d'informations, pour être honnête, j'avais peur. Je n'ai répondu à aucune de ses questions, car je ne voulais pas qu'il sache que j'avais toujours Noah et que je l'avais légalement adopté. Il a dit qu'il m'avait confié un fils à prendre en charge, pas à mettre dans le système d'adoption. C'est alors que j'ai compris qu'il pensait probablement que j'avais remis Noah aux autorités. Je l'ai laissé croire cela et je ne l'ai pas corrigé, car honnêtement, pourquoi devrais-je le faire ? Moins il en sait, mieux c'est pour moi.
Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait et que s'il essayait encore de me contacter, je porterais plainte. Il est parti sans faire de bruit, mais je sais que ce n'est pas fini. Maintenant, je dois aller chercher Noah à l'école, et je suis inquiète qu'il me suive et découvre la vérité. Je suis trop effrayée et je ne peux pas perdre mon fils. Mise à jour 1. C'est une petite mise à jour, les amis. Mon intuition était juste, il attendait au coin de la rue que je parte pour pouvoir me suivre. J'ai appelé une de mes collègues de travail et je lui ai demandé si elle pouvait aller chercher Noah à l'école. Sa fille est dans la même classe que lui. Elle a dit oui et m'a demandé s'il y avait un problème. Je lui ai répondu que je lui expliquerai plus tard. Je ne veux tout simplement pas qu'il me suive ou découvre où Noah va à l'école. Je n'ai aucune confiance en cet homme. Elle est allée chercher Noah, et il est resté chez elle pendant un moment. Je vais aller le récupérer chez elle maintenant. Je ne vois pas la voiture de Wa, donc je pense qu'il est parti. J'espère juste qu'il ne reviendra pas, mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas fini. J'espère pouvoir protéger mon enfant et moi-même de cet homme égoïste, car je ne peux pas me permettre de perdre Noah. Il est tout pour moi. Mise à jour 2. Je suis désolée pour le retard de la mise à jour, mais beaucoup de choses se sont passées et je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Le jour où Wa est revenu chez moi, j'étais vraiment très effrayée. J'ai ramené Noah à la maison le soir et je lui ai dit qu'il devait être très prudent et ne pas parler du tout aux inconnus. Il a eu un peu peur, mais nous avons réussi à passer cette étape. J'ai aussi parlé à mon avocat et lui ai demandé si Wa avait un quelconque droit légal concernant Noah. Il m'a dit que Wa ne pouvait légalement pas me l'enlever, mais que s'il montrait un comportement dangereux, je pourrais obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Je n'ai pas grand-chose contre lui pour le moment, donc je dois attendre. Une semaine après cela, un dimanche pour être précise, Wa est revenu chez moi. J'ai essayé de le tenir à l'écart de toutes mes forces, mais il s'est introduit et a commencé à appeler Noah. Que Dieu bénisse mon doux et intelligent enfant, il n'est tout simplement pas sorti de sa chambre. Wa s'est alors effondré en larmes et a dit qu'il voulait voir son fils juste une fois, puis qu'il me laisserait tranquille. Je lui ai dit qu'il n'était plus son fils et qu'il n'avait pas d'autre choix que de me laisser tranquille, car s'il ne quittait pas les lieux, j'appellerais la police. Cela l'a paniqué un peu, et il m'a supplié de l'écouter. Il a vraiment essayé de transformer son infidélité et le karma qui a suivi en une histoire larmoyante, mais je ne voulais rien entendre. Je n'avais plus aucun amour pour cet homme, et rien de ce qu'il pouvait dire ne me ferait ressentir de la pitié pour lui. Il m'a dit qu'à cause de nos problèmes de fertilité, il avait entamé une relation avec une autre femme, et quand elle est tombée enceinte de son enfant, il a pensé que c'était quelque chose de prévu par le destin. Mais comme il m'aimait beaucoup, il ne pouvait pas me quitter pour elle, bien qu'il sache que je ne pourrais jamais lui donner la famille qu'il désirait. Puis, pendant la période du Covid, il est parti parce que sa maîtresse était à nouveau enceinte. Elle ne voulait pas de 2 enfants, et selon Wa, la meilleure solution était d'avoir un enfant avec chacune des femmes qu'il aimait. Je l'ai regardé, incrédule, car je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi idiot. Je lui ai dit d'aller au diable et que je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. Mais il m'a supplié d'écouter encore. Il a eu un autre fils avec cette femme et l'a épousée, mais peu de temps après, ils ont eu un accident. C'était de sa faute, il conduisait en état d'ivresse et il avait son fils avec lui. Le fils a eu un accident grave à cause de son comportement irresponsable. Wa a également été blessé, et maintenant, il ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Sa maîtresse, devenue sa femme, était furieuse contre lui, et je ne la blâme pas du tout. Elle l'a quitté. Leur fils va bien maintenant, mais elle a obtenu la garde complète et il n'a aucun droit de visite. Il ne pourra jamais changer cela, car c'est lui qui a mis la vie de l'enfant en danger. Maintenant, tous ses rêves de grande famille se sont effondrés, et la seule façon pour lui d'avoir un enfant est de vivre la paternité et par là, il entend la paternité biologique, c'est si je le laisse entrer dans la vie de Noah. Il pensait que son histoire m'émouverait aux larmes et que je courais l'embrasser et lui offrir mon épaule pour pleurer. Je lui ai dit de partir parce que tout cela, il l'avait bien cherché. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'une aide psychologique, car manifestement, il n'était pas fait pour être père. Et j'ai ajouté que Dieu avait fait une faveur à l'humanité en le rendant infertile. Je lui ai dit qu'il avait déjà 2 enfants, et qu'il avait échoué avec les 2.
Il en avait abandonné un parce qu'il ne pouvait pas gérer 2 enfants, et il avait presque tué l'autre parce qu'il n'avait aucun contrôle ni sens des responsabilités. Je lui ai dit qu'il ne m'avait pas offert un Noah par gentillesse, car c'était une excuse bidon et il le savait très bien. Il avait abandonné Noah parce que la réalité de devoir élever 2 jeunes enfants lui avait donné froid dans le dos. Je lui ai dit que lui et son ex-femme étaient des personnes horribles parce qu'ils avaient abandonné un enfant de 2 ans pour se débrouiller seuls, et que Dieu avait une place spéciale en enfer pour eux. À la fin, il pleurait et disait qu'il méritait chaque insulte que je lui lançais, et qu'il ferait n'importe quoi pour prouver sa valeur, mais qu'il voulait juste une autre chance avec son fils. Je lui ai dit qu'il était délirant s'il pensait que j'allais le laisser approcher de moi ou de mon fils à nouveau, et que la seule place qui lui convenait à ce stade était un asile psychiatrique. J'ai littéralement dû le pousser hors de chez moi, mais je suis contente qu'il soit parti. Juste après son départ, je suis allée voir Noah. Il avait peur, mais je suis restée avec lui et maintenant il va mieux. J'ai parlé à mon avocat, et il m'a dit qu'à présent, j'avais suffisamment de témoignages pour obtenir une ordonnance restrictive contre Noah, et c'est ce que je vais faire. Il est dérangé, et je ne vais pas mettre ma famille en danger parce qu'un adulte n'arrive pas à assumer les conséquences de ses propres actes. J'espère ne plus avoir à faire de mise à jour. S'il vous plaît, priez pour la sécurité de ma famille.